Salut à tous et bienvenue dans l'OM Talking Geneva. C'est toujours un plaisir de vous retrouver et qui plus est de plus en plus nombreux à chaque émission. Si vous ne savez pas comment nous suivre, rien de plus simple. Nous sommes sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, à OM Nation Genève. Au programme ce soir, on vous promet des débats, des analyses et des anecdotes. On va revenir bien sûr sur la victoire contre Nantes et l'Olympiakos. Enfin, une victoire en Ligue des Champions après 13 défaites d'affilée. Est-ce enfin un déclic pour les joueurs? Ces victoires sont-elles dues à la tactique de AVB? Le 4-3-2-1 est-il la formule miracle? Nous continuerons notre rubrique des joueurs à la loupe comme nous en avons l'habitude, le jeu des pronos, et nous vous proposerons une nouvelle rubrique, le dossier de la semaine, les footballeurs pro Made in Marseille des années 90 à aujourd'hui. Et bien sûr, en dernière partie, les questions à notre invité du jour que nous allons vous dévoiler dans quelques instants. Pour m'accompagner, l'équipe du OM Talking Geneva que vous connaissez, que je vous présente plus, Raph, Richard, Flo et Christopher. Salut les gars. Salut. Salut. Et ce soir, je vous ai parlé d'un invité à nouveau. Alors, si je puis dire, c'est une encyclopédie de l'OM à lui tout seul. Il a commenté un nombre de matchs incalculable sur l'Olympique de Marseille. C'est avant tout un grand passionné et c'est un privilège de l'avoir avec nous ce soir. Bonjour, monsieur Avi Assouli. Monsieur, c'est beaucoup. Bonjour à tous, Rafi, Christopher, Raphaël, Florent et bien sûr Richard, la star du coin, quoi. Merci d'avoir accepté notre invitation et de nous faire l'honneur d'être avec nous. C'est un plaisir. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je crois qu'il y a juste Flo qui a une annonce à faire, une annonce d'OM Nation d'ailleurs. Exactement. Je voulais passer un petit message pour féliciter les deux derniers OM Nation. Ça fait une semaine qu'ils sont présents. Même Bruxelles, ça fait à peine aujourd'hui. Donc c'est pour féliciter OM Nation Bruxelles. Félicitations à Younes et Elliot, les responsables, mais aussi à l'OM Nation Martinique, avec leurs responsables Félix et Jimmy. Félicitations à eux et bienvenue à eux dans la famille OM Nation. On va commencer avec la victoire contre Nantes et l'Olympiakos. Est-ce qu'on peut parler d'un déclic pour les joueurs? Chris, je vais me tourner vers toi. Il y a certainement eu un déblocage, si je puis dire, psychologique de la part d'AVB envers ses joueurs. Et on a vu des cadres retrouver aussi une certaine confiance lors de ces deux matchs. Oui, tout à fait. Alors tout d'abord, comme l'a dit AVB, on doit cette victoire, particulièrement à Nantes, comme une victoire de 11 individualités. C'était les mots d'AVB. Et puis lui, il est content parce qu'il a enfin vu les joueurs vraiment se libérer. Et enfin, on a vu un peu de jeu. Ça faisait quand même longtemps que nous, les supporters, on attendait ça. Et ça y est, on a pu voir quelque chose finalement. On a quasiment arrivé en décembre, on a eu ça. Et puis, alors c'était assez drôle d'ailleurs en conférence de presse aujourd'hui parce qu'il y avait des journalistes qui s'étonnaient de voir Amavi en fait rentrant carrément complètement aux abords de Benedetto. Et puis, c'était marrant de voir ABB simplement de commenter en disant, mais vous savez, normalement c'est ce qu'on devrait voir chaque fois, mais c'est jusqu'à présent on n'a pas réussi à faire vraiment du jeu. Voilà. Donc, oui, ça peut être. Peut-être ce match de Nantes pouvait peut-être être considéré comme un match référence, dont on a eu la confirmation après contre l'Olympiakos. Il faut quand même rappeler que dans un stade Vélodrome vide, c'est quand même pas évident pour eux parce qu'il n'y a personne pour les pousser et puis il manque quand même véritablement le 12e homme. Il faut montrer aussi un autre point important, c'est que mine de rien, on est quand même une grosse supériorité à l'extérieur. On tourne autour de 2 points par match. Ce qui est le plus haut de la Ligue 1. Et j'ai aussi autre chose intéressante à rajouter là-dessus, c'est qu'en conférence de presse, AVB nous a dit qu'il regarderait, parce que bien évidemment pour le moment, l'objectif c'est toujours la 2e ou 3e place, mais qu'il regarderait peut-être encore un peu plus haut pour aller chercher le PSG, mais qu'il ferait un retour là-dessus au printemps, parce qu'au printemps, on a un grand enchaînement d'équipes de moyens et de bas de tableau. Donc, il espère aller titiller PSG à ce moment-là. Et on a senti aussi, Chris, qu'il y a des cadres qui ont retrouvé un peu la confiance. On pense peut-être à Dimitri Payet. C'est vrai qu'il a mis ses 2 pénaltys, mais on l'a senti quand même un peu plus serein, même
au sein de son match des gestes un peu plus sûrs, notamment. Ben, c'est exactement ça, c'est-à-dire que on a pu voir quand même un Thauvin ou un Payet enfin à leur niveau, et c'est tout bête parce que souvent, moi c'est ce que je disais, c'est-à-dire le problème c'est que moi je trouve que ça jouait très bien de la défense jusqu'au milieu défensif, et après une fois que Camara ou Rongier avait la balle, il se passait plus rien. Et là, effectivement, on a vu Payet avoir la balle, on a vu Thauvin avoir la ballon, on a vu des combinaisons, on a vu Cuisance qui a fait une très bonne rentrée contre Nantes. Enfin, non, enfin, il était titulaire, mais je veux dire par là que c'était vraiment son premier vraiment bon match. Bon, même si contre l'Olympiakos, c'est peut-être un peu plus à dire. Mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est qu'il commençait à avoir du jeu. Et quelque part, les cadres, on les a vus assumer l'être, et ça a tiré tout le monde vers le haut. Tout le monde. Alors, je vais juste te donner la parole à Raph, qui a une petite stat à nous donner. Oui, alors Ok. Christopher parlait du doublé de Payet, et juste pour dire que c'était le doublé de Payet, c'était ses premiers et deuxième buts en Ligue des Champions à son 20e match, et c'est le premier doublé pour l'OM en Champions League depuis André Ayew face au Borussia Dortmund un 28 septembre 2011. C'est pas d'hier. Alors, Richard, toi, je pense que tu as été content de retrouver un peu la grinta C'est ça. de ces deux matchs et un esprit d'équipe un peu droit au but, quoi. Voilà, effectivement, même à des moments où on n'arrive pas à produire du jeu, on s'aperçoit qu'on a retrouvé un petit peu la grinta qui nous a permis d'être deuxième sur la dernière saison. Et c'est ça qui me fait plaisir. On retrouve cet esprit droit au but de l'OM qu'on a toujours tant aimé. Et voilà, les garçons, ils se battent plus. Et voilà, c'est ce qu'on attend d'eux, même dans les moments où on joue pas bien. C'est ça qui est intéressant. C'est que quand on a des phases de jeu qui sont pas très bonnes et qu'on arrive à gagner le match parce qu'on arrive à provoquer quand même des pénaltys, c'est qu'on s'est bien battu. Et donc là, les garçons, ils en valent la peine. Et donc, je suis content de les revoir comme ça, tout simplement. Et la grande question dans cette histoire, c'est pourquoi ils ne l'ont pas fait avant et pourquoi ils s'y mettent maintenant. Alors, est-ce que c'est une question d'ordre physique? Est-ce que c'est une question de Covid, etc. Bah justement, on va se tourner vers Avi. Je suis sûr qu'il a la réponse à toutes tes questions, Richard. Avi, pour vous, est-ce qu'il y a eu un déclic de la part des joueurs? Est-ce que même le match contre Nantes, on peut parler de match référence? Oui, j'ai bien entendu Rafi, enfin vous-même, j'ai entendu aussi surtout Christopher et puis là à l'instant Richard. Je vais peut-être un peu vous décevoir, mais franchement, bon, c'est bien, c'est pas un match référence. Oui, dans le jeu, c'est vous dire le niveau de cette Ligue 1, quoi. Parce que c'est Nantes. Quand on voit bon, ici, à Marseille, dans les environs, ceux qui piquent un peu qui sont supporters comme vous, mais qui piquent un peu, ils disent ouais, l'OM en ce moment, c'est les champions d'Europe des défaites. Parce qu'on n'a jamais vu ça, quoi. 13 défaites. C'est incroyable. Alors, contre Nantes, je reprends le processus de Christopher qui dit c'est un match référence. Richard a dit logiquement oui, droit au but, etc. Je veux pas diminuer votre enthousiasme, mais je vais vous dire une chose. L'OM, droit au but, l'OM a marqué sur penalty 2 fois. Ils auraient pu jouer pendant 20 ans, ils n'auraient pas marqué. Est-ce que vous avez vu des solutions extraordinaires? C'est vrai que c'est quand même mieux que ce qu'on a vu jusqu'à précédemment. Mais bon, en championnat, ça va, l'OM est bien placé, il y a 2 matchs de retard, mais il faut calmer le jeu parce que ce qui a fait qu'ils se sont réveillés aussi, c'est que vous, supporters, et je vous englobe aussi, si vous étiez à Marseille, vous aurez fait de même, ils se sont retrouvés au complexe Robert-Louis Dreyfus, où s'entraînent les Olympiens, Oui, ils ont bloqué le bus. Donc, psychologiquement, vous voyez, le footballeur, c'est pas que la tête, c'est pas que les pieds, c'est la tête aussi, ça les a marqués. Oui, voilà. Oui. Est-ce que, tout simplement, alors, vu que vous nous dites ça, on ne mérite pas Ah non, plus non, que ça, cette victoire? c'est mérité, mais la grosse, c'est le premier match justement à Olympiakos. Ils ont eu les occasions comme à Marseille, plus qu'à Marseille, je pense, plus qu'à Marseille. Et ils ont pris ce but à la dernière minute. Ça a fait, voilà, ils se sont fait exploser. Mais si l'OM avait marqué à Olympiakos et avait gagné le match, c'était fini. Ils étaient qualifiés pour le second tour. Voilà le problème. Contre Nantes, bon, on a vu Rougier, Thauvin, on a vu tout ça, on a vu Cuisance qui a fait un excellent match. Dans l'ensemble, redisons-le, ok, ça va mieux, mais en championnat.
Par contre, en Ligue des Champions, même s'ils ont battu Olympiakos, c'est tiré quand même par 2 pénaltys. On n'a pas les pénaltys. Qui va marquer? Dites-moi qui? Benedetto? On l'a pas vu. Qui? À part Thauvin qui est dangereux, voilà. Et puis Payet qui a marqué les pénaltys et qui a eu du sang-froid et bravo pour ça. Sinon, tout le reste, on n'a pas de buteur. Voilà ce que je voulais dire. Oui, bravo pour ça, parce qu'il fallait les mettre, Bien ces sûr. penalties l'un après l'autre, Oui, sachant oui, qu'il avait raté un penalty au match aller. La première partie de oui. l'émission est terminée. Si vous êtes sur Instagram, rejoignez-nous sur YouTube. Si vous êtes sur YouTube, ne changez rien, restez avec nous. On va parler de tactique maintenant, si vous le voulez bien. Le 4-2-3-1, la formule miracle d'AVB. Je vais me tourner vers toi, Raph. Tu vas déjà nous expliquer un peu, selon toi, comment fonctionne ce 4-2-3-1. Oui, alors déjà pour baser mon explication, je vous conseille de lire un article qui a été fait par l'équipe qui parle de nombreuses tactiques et du coup où ils expliquent les principaux points forts. Donc dans un premier temps, je vais vous parler vraiment de ce que c'est que le 4-2-3-1 et puis ensuite pourquoi ça peut potentiellement marcher à l'OM. Donc déjà, personnellement, je trouve que le 4-2-3-1, il assure quand même une certaine assiduité défensive, une solidité. Les joueurs il y a aussi un moins grand écart entre, par exemple, les milieux et les défenseurs, et même entre l'attaquant et la défense, il y a beaucoup plus de liants. Et en fait, le principe du 4-2-3-1, c'est d'avoir un milieu assez dense et ensuite de pouvoir bien centrer le jeu, axer le jeu et pouvoir ensuite, sur des contre-attaques, pouvoir déborder sur les côtés pour ensuite gagner en vitesse. Donc, c'est une formation qui sert pas mal aux contre-attaques aussi et qui est aussi très important quand on doit maintenir un avantage. Je voulais te poser cette question. Après nous avoir expliqué ça, pourquoi tu crois que ça peut marcher pour l'OM, ce 4-2-3-1? Est-ce Déjà, qu'OM compatible avec l'effectif que l'on a? déjà, au niveau de la défense, parce que Chaita Tsar et Alvaro, même s'il y a des moments où ils pêchent un petit peu, quand même, depuis le début de la saison dernière, c'est un milieu qui est une défense, pardon, qui est assez solide. Les deux sont assez complémentaires. Et même si à un moment, l'un des deux n'est pas là, Camara peut redescendre et apporter voilà, cette solidité. Pour la densité au milieu de terrain, ce que je trouve pas mal, c'est qu'on a on a de nombreux joueurs. Et voilà. Par contre, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, notre attaquant de pointe, Benedetto, en fait, il continuera à faire ce qu'il fait maintenant. C'est qu'en fait, en 4-2-3-1, c'est un peu le point négatif. C'est que du coup, l'attaquant court beaucoup, fait beaucoup. En fait, c'est un attaquant complet. Il doit être un renard des surfaces, mais en même temps, il doit jouer le pivot, garder les ballons pour pouvoir les retransmettre sur les côtés. Un peu comme pouvait faire Gignac il y a quelques années, redescendre un peu sur le terrain, décaler l'ailier droit et puis ensuite partir en profondeur. Et honnêtement, je trouve que c'est un truc qui peut bien marcher parce qu'il y a pas mal de systèmes en triangle dans ce jeu-là qui peut permettre d'aller vite. Et sur les côtés, on sait qu'on a beaucoup de vitesse et avec ce dispositif, on pourra vraiment l'utiliser comme il faut. Et on pourra utiliser, bien sûr, Payet en 10, où je trouve que personnellement, il est le meilleur. Son vrai poste, selon Marcelo Bielsa. Flo, le 4-2-3-1, alors sans remonter trop le passé, on a un souvenir qu'il y avait eu ce système sous l'ère Garcia. Je pense que tu t'en souviens. Est-ce que pour toi, ça peut être la formule miracle pour l'OM? Justement, comme tu disais, sous la formule Garcia, on a fait finale d'Europa League. Quand même, c'était déjà pas mal. Ouais, c'était Mandanda dans les cages, ça n'a pas bougé. Sakai, Rami, Rolando, Amavi en défense, avec Gustavo Anguissa devant la défense. Avec aussi Thauvin, Payet et Ocampos qui animaient l'attaque avec Germain. Ou Mitroglou des fois, mais c'était plus Germain qui était présent. L'animation, quand même, elle était plus axée sur Thauvin, Payet, Ocampos. Et puis Sakai faisait un triangle avait beaucoup de relations avec Thauvin, donc c'est ce qui marchait pas mal. Et c'est pareil de l'autre côté avec Ocampos et Amavi. Voilà, après, il y avait un grand Mandanda qui nous sauvait dans tous les cas. Et par contre, la défense, il n'y avait que Sakai qui était opérationnel, on va dire comme ça, et qui permettait à l'équipe de bien tenir. Parce que Rami et Rolando, c'était quand même assez lent et c'est pas la même défense qu'on a maintenant. Alors justement, quelle association tu verrais AVB apporter à ce 4-2-3? Je pense que dans tous les cas, là, l'attaquant, on ne va pas le changer maintenant. Donc,
La dernière composition était pas mal, surtout qu'on n'a pas latéral droit en moins, enfin en plus. Donc on est obligé de mettre Sakai. Amavi fait un bon début de saison. Pour l'instant, il est quasi impérial sur ses phases offensives et en défense, il est parfait. Comme disait Raph, Alvaro et Chaetatsar, c'est un bon, c'est une bonne défense. Camara Rongier, c'est une bonne paire au milieu, quasiment équivalente. Enfin, c'est pas le même milieu que Anguissa Gustavo, mais ça fonctionne pareil, quoi. Ils sont bien accordés. Mais après, voilà, le gros problème, c'est l'attaque avec Benedetto ou Germain. Et ça dure depuis des années, malheureusement. Donc voilà, c'est ça le problème, c'est l'attaquant. Avis, est-ce que le 4-2-3-1 pour vous, c'est la formule miracle ou que ça peut être l'avenir cette saison? C'est une formule. Le problème, le hic, je pense que vous l'avez tous visualisé et mis le doigt sur le problème, c'est l'avancante, c'est le numéro 9. Parce que sur ce 4-2-3-1, c'est parfait. C'est dense derrière, le milieu est bien fourni et on va en attaque. On va vite en attaque avec Florent, avec Thauvin et Payet, etc. Même le petit Camara se retrouve de temps en temps devant, Rongier aussi. Quand ils partent en avant, c'est parfait. Le problème, c'est que sur une contre-attaque, il est très long. Il est très, très long, le Benedetto. Ça ne va pas assez vite, donc il bloque. Quand on part en attaque, voilà, il remise. Bon, on lui donne le ballon, il remise. Mais on peut pas l'envoyer en profondeur, dans les trous. On ne peut pas l'envoyer. C'est pas possible. Par contre, Germain, oui. C'est pour ça que contre Nantes, Germain avait fait le boulot. Vous vous souvenez? Donc, voilà, le seul problème, c'est le numéro 9. Pour vous, Avis, ce qui nous manque, c'est un numéro 9. Si on était dans une autre formule, 4-3-3, 5-4-1, 5-3-2, les ça formules, ne changerait rien. Le problème, les formules sont efficaces quand vous gagnez. Quand vous ne gagnez pas, ça ne peut pas marcher. Ce qui est efficace, c'est quand vous marquez un but. De toute façon, le football, c'est quoi? Il faut le dire, Rafi, c'est quoi le football? C'est marquer un but de plus que l'adversaire. Donc, c'est le buteur qui compte au jour d'aujourd'hui. C'est bien, écoutez, moi, c'est le vieux Gothals, mais vous ne l'avez peut-être pas connu, c'est le sorcier belge qui était mon ami, j'allais en manger ensemble et tout, quand il était logé à l'hôtel. Il nous faisait jouer les cartes par amis, etc. Ce garçon prenait la salière quand on mangeait, le poivrier, la fourchette, le couteau, et il faisait le système. Il dit, moi, je connais l'histoire de l'OM. À l'OM, dans toute équipe, il faut une colonne vertébrale. Un grand gardien de but, un grand libéro, un grand milieu de terrain et un numéro 9. Surtout un numéro 9. Le gardien de but, on l'a, c'est Mandanda. Le libéro, enfin la défense centrale, on a Caletassar, on a Alvaro, c'est bon. Au milieu de terrain, on avait quelques-uns qui sont partis. Là, aujourd'hui, on a Rongier, on a Camara, un grand. Il va partir aussi, lui, parce que l'OM a besoin de sous. Donc, on a Camara et on a un petit gars derrière qui n'est pas mauvais. Je vous le dis, vous verrez que quand Camara arrive à son poste, il va faire très bien. Et devant, on n'a pas le numéro 9. Si on a un numéro 9, la colonne vertébrale est là et l'OM est équilibré. Même style. Alors justement, Avi, on va revenir un peu plus en détail sur la prestation de chaque joueur. Donc on fait notre petite rubrique des joueurs à la loupe. On va commencer avec Raph, qui va nous parler des matchs, parce qu'on va parler des deux matchs, contre Nantes et l'Olympiakos, du match de Rongier. Oui, alors j'ai pris les stats de Rongier lors du dernier match contre l'Olympiakos et j'ai voulu les comparer avec ses stats en général en Champions League. Parce que le match contre Nantes, je l'ai trouvé, il était excellent. Rongier, il a été excellent, mais ce qu'il y a, c'est que ça n'avait pas de visée objective d'étudier ce match-là pour Rongier, parce que Nantes en face n'était pas à son meilleur niveau. Donc, j'ai trouvé plus intéressant de voir un match où ça a été plus engagé. Donc, Rongier, c'est 78 ballons, 78. C'est 89% de ballons gardés. Enfin, voilà, il en a perdu très peu. Il y a toujours cette problématique. Il a fait 4 frappes, 0 cadré. Mais bon, ça, c'est sa problématique à Rongier. Il tire beaucoup, mais ne marque pas. Bon, après, sur son dernier tir, il nous obtient un penalty. Donc, on va pas cracher dans la soupe, comme on dit. Il fait 57 passes dans le match. Pardon, je peux couper, oui, non? Allez, il me rappelle un peu
toute proportion gardée, hein. Didier Deschamps, c'était le même style, mais il travaille énormément, énormément. Donc, c'est un peu le Didier Deschamps qui n'a jamais frappé de loin, qui une fois ou de temps en temps frappe. Lui encore, il frappe 2-3 fois dans le match, mais il travaille énormément dans l'ombre. Il apporte beaucoup, il bloque les attaques adverses. Donc, c'est un. Bon, il est équilibré, ce garçon, même si au niveau des statistiques, il n'a que 90, comment vous dites, 90%. Il a que. Oui, il a. Excusez-moi de vous avoir coupé. Non, pas de problème. Pas de problème. Oui, donc sur les passes, il a 86% de passes réussies sur un match de Ligue des Champions. C'est quand même quelque chose de. C'est un très haut niveau. Il réussit presque tous ses tacles. Il a réussi tous ses dribbles. Et j'ai bien aimé, j'ai regardé sa position moyenne. Sa position moyenne, elle était au niveau du rond central. Et du coup, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me démontre en fait que Rongier était un peu partout dans ce match. Et c'est vraiment comme vous l'avez dit, Avi, c'est c'est un travailleur de l'ombre. On le bloque un peu partout. Il bloque l'adversaire. Il bloque l'adversaire, il ne touche pas énormément de ballons, mais il va les bloquer. Et juste, je fais vite, Rafi, je sais. Il n'y a pas de problème. En Champions League, c'est quand même sur tous les matchs, c'est 88% de passes réussies, donc ce qui est un taux assez élevé pour un joueur milieu de terrain récupérateur. Il a couru 52 km au total, c'est plus de 10 km par match. Quand on sait qu'il y a des joueurs qui courent beaucoup moins, c'est un bon ratio. Et voilà, pour moi, Rongier, c'est quelqu'un qui est un peu sous-estimé, comme l'a dit Avi, un peu comme Avi. Et puis, pour nos internautes, je vous invite à revoir le talk suivant le Classico où on avait parlé de Rongier, on avait fait cette comparaison avec Didier Deschamps. Allez, si vous le voulez bien, on va enchaîner avec Benedetto. C'est Richard qui va nous parler de Benedetto. Alors, Ravi, je pense que ça va vous tenir à cœur du coup ce sujet. Richard, Benedetto, c'est vrai qu'il y a quand même le poids du montant de son transfert. Donc, pour en venir à Benedetto, Avi l'a dit tout à l'heure, moi, c'est quelqu'un qui singulièrement me fatigue très, très lourdement. Je commence un peu à en avoir vraiment marre de lui parce que on n'a pas de buteur. On n'a pas de buteur. Si je suis AVB, je ne vais pas aller dans la punition, mais je vais le sanctionner. Je vais le sanctionner en faisant quelque chose qui va vous paraître bizarre, mais moi, je mets Enrique à côté de Radonjic devant. Parce que Radonjic, l'année dernière, il marquait des buts. Deuxième chose, Benedetto, il a deux légendes à côté de lui. Il a Thauvin, il a Payet. Où est l'entente avec deux aussi bons joueurs? On n'arrive pas à comprendre pourquoi il n'y a pas d'entente. Qu'est-ce qui se passe? Normalement, on le voyait très puissant quand il est arrivé. Il a été acheté entre 12 et 15 millions en fonction de mes souvenirs. Où est sa puissance? Qu'est-ce qui se passe avec ce garçon? On n'arrive pas à comprendre. Il était à Boca Junior, il marquait plein de buts. Il arrive à l'OM, au moins en championnat, il devrait planter. Donc, c'est incompréhensible, cette histoire-là. Avi, est-ce que vous seriez d'avis peut-être à mettre Benedetto sur le banc pour faire jouer peut-être le petit Haké Mais Rafi, il a été sur le banc pour pas mal de matchs. Oui. Quand même. Il a essayé, AVB, il a mis sur le banc. Bon, il a essayé, il a changé, bon, il a été blessé ou pas. Mais écoutez, si Payet ne lui laisse pas le penalty, il est toujours pas marqué de but. Quoi. Voilà. Le problème est vite réglé. Moi, je préfère, je vais vous dire, vous direz, je préfère mettre Germain qui bouge, qui donne des solutions en profondeur. Lui, il ne bouge pas, il est statique, il attend le ballon, il le remise. C'est bien, il est technique, mais moi, je préfère un joueur qui prend la profondeur. Au moins, il y a des possibilités, vous voyez. Voilà, ou Germain, peut-être même Haké, le petit Haké, voire voilà, d'autres, j'en sais rien. On va repartir un petit peu en arrière et on va parler d'Alvaro avec toi, Flo. Tu voulais parler surtout de l'influence de notre défenseur central espagnol en défense. Alors oui, pour moi, Alvaro, c'est le taulier, celui qu'on voulait à tout prix en défense. On l'a acheté 5 millions cet été, après un prêt, et le prêt a été concluant quand même. L'année dernière, il a été très concluant. Donc pour moi, c'est un achat et il a été utile, surtout que c'est le meilleur défenseur en Ligue des Champions. Et pourtant, c'est compliqué parce que c'est seulement sa première saison en Ligue des Champions. Certes, il a affronté Cristiano Ronaldo et Messi dans le championnat espagnol,
Mais dans tous les cas, c'est sa première saison et il fait une saison plutôt bien, même très très bien. Je trouve que même il a une superbe complémentarité avec Douillet ou même avec Leonardo Balerdi. Même si à côté, Balerdi et Douillet Tchaitatsa, ils sont pas. Enfin, ça dépend des matchs, quoi. Mais voilà, au match à Nantes, il a pas bronché. Il a réussi à museler Colomboani, même s'il est jeune. Mais c'est un truc de dingue. Il nous sauve de partout face à l'Olympiakos à la dernière minute. Il donne son corps à l'OM et comme ça, on ne se prend pas de but. Pareil contre Nantes, il est là sur chaque action, sur chaque centre, il est tout le temps là. Je vais reprendre des stats, mais il a gagné 4 duels sur 6 joués face à Nantes. Il en a gagné 5 face à l'Olympiakos. Il a les mêmes stats en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Franchement, il n'y a rien d'autre à dire. C'est un bon joueur. Très bon joueur. La prestation d'Alvaro vous a-t-elle plu, Avi? Oui, toujours, il est régulier. C'est le patron, comme vient de dire le petit Florent. Et puis en plus de ça, sur les coups de pied arrêtés et les corners, il n'hésite pas à monter. Et puis c'est bien lui souvent qui fait la tête sur les corners, etc. Donc il impose, il est physique, il est dur sur l'homme, il fait mal, il fait très mal. Et il ne se laisse pas souvent passer. Et il va vite, et il va vite. Donc c'est le stopper, c'est le libéraux moderne qu'on connaît, un peu à la façon de Karl-Heinz Foster, c'était un peu le même style. D'accord, allez, on va terminer notre rubrique avec Dimitri Payet. Je vais me tourner vers toi, Chris, pour nous parler de Payet qui a un peu retrouvé la confiance, quand même, il faut le dire. Oui, il a retrouvé la confiance et il est même, figurez-vous, dans l'équipe type, j'ai vu UEFA de cette semaine. Voilà, donc quand même, ça veut dire qu'il était dans les meilleurs joueurs de la Ligue des Champions cette semaine. Il faut quand même souligner la difficulté de mettre 2 pénaltys. Ça paraît évident comme ça, mais je pense que tous ceux qui ont pu s'essayer au football savent que c'est loin d'être évident, surtout sur la pression qu'il y avait, étant donné le contexte de toutes les défaites d'affilée qu'on s'est enchaînées. Il faut aussi souligner qu'AVB a redit aussi en conférence de presse aujourd'hui quelque chose qui m'a intéressé, c'est que il a vraiment vu des améliorations au niveau alimentaire. Ouais, c'est des choses qu'on lui a beaucoup reproché quand même. Et au niveau physique de son joueur. Et finalement, on commence à le sentir un peu sur le terrain, en fait, où toutes ces améliorations. Parce qu'il fait beaucoup d'efforts. Je trouvais qu'il faisait beaucoup plus d'efforts que d'habitude pour justement aller dézonner, aller entre les lignes, aller chercher le ballon. Parce que finalement, on n'arrêtait pas de répéter d'un talk à un autre que le problème, c'est qu'on avait deux excellents récupérateurs avec Camara et Rongier. Le problème, c'est qu'une fois qu'il récupère la balle, il n'y avait plus rien qui se passait. Et là, au moins, j'ai vu un joueur à chercher la balle, la demander. Et moi, j'aimerais finir en disant que de toute façon, l'OM retrouvera de grandes performances avec un grand Payet. Merci Chris. Je me retourne à nouveau vers vous, Avi. Est-ce que vous pensez qu'on est dur avec Dimitri Payet quant à ses problèmes physiques, son poids notamment? C'est ce qu'on voit, hein. C'est ce qui est logique. C'est vrai qu'il était joufflu, et ça se voyait, il n'avançait pas. Un ballon qui traîne à 50 cm, il avait du mal à le récupérer. Et il s'y est mis, il a maigri, il a fait des efforts, il s'est entraîné un peu plus, et il revient. Le football, c'est ça, hein. C'est des machines. Si vous ne prenez pas l'entraînement, etc., travailler, c'est le travail qui paye, donc, comme partout d'ailleurs. Donc il a bien travaillé à l'entraînement, il est revenu, et comme a dit évidemment Christopher, voilà, quand Dimitri marche, ben, tout marche. D'accord, super. Allez, on va enchaîner. On va passer à la rubrique des pronos. Donc, on joue vendredi à Nîmes, au stade des Costières. Donc, vous allez chacun nous donner le pronostic de ce match. On commence avec toi, Christopher. Moi, je donne 3-1 pour l'OM. 3-1 pour l'OM. Richard. 2-1 pour l'OM. 2-1. Raph. Moi, je vais dire 2-0 pour l'OM. 2-0. Flo. Un petit 1-0. Un petit 1-0. Avi. J'oscille entre le 2-1 et le 1-0. Mais bon, victoire de l'OM. Allez, 2-1. Moi, je vais dire la même chose que vous, 2-1. On va inaugurer une nouvelle rubrique dans notre émission. Donc, ça s'appelle le dossier de la semaine. On va profiter de vous, Avi, parce que vous êtes un puits de connaissances sur l'Olympique de Marseille. Donc, notre rubrique cette semaine, c'est les footballeurs pro made in Marseille des années 90 à aujourd'hui. Donc, on va remonter le temps du coup.
avant de remonter le temps, on va d'abord expliquer le vivier des joueurs marseillais. Comment les joueurs sont produits dans les Bouches-du-Rhône. Raph, si tu peux déjà nous situer par rapport à ça, s'il te plaît. Oui, alors il y a une stat qui est extrêmement intéressante et qui montre tout le potentiel de la région en général à côté de l'OM. Donc, donc c'est des stats, c'est pour 1 million d'habitants. L'OM sort à peu près 33 joueurs qui vont jouer dans le monde professionnel. Il faut savoir que c'est le deuxième taux le plus haut en France, presque à égalité avec celui de la région parisienne et même au-dessus de la région lyonnaise. Et aujourd'hui, donc l'OM possède dans son effectif 3 joueurs qui sont issus de son cru, on peut dire. C'est beaucoup mieux que le PSG et c'est à égalité avec l'Olympique Lyonnais, dont on vante souvent les mérites pour avoir des joueurs de qualité qui viennent de son cru. Mais Lyon, c'est plus le centre de formation qui est performant. On allait y venir avec Richard, qui allait nous parler des années 90, 90 pour les Suisses. Les belles années, donc nous parler des Zidane, des Cantona. On t'écoute, Richard, parle-nous de ce vivier des années 90. Tout simplement, ce sont de véritables légendes qu'on a loupées à l'OM. C'est tout simplement. Imaginez-vous qu'on aurait associé Zidane, bon, il était un petit peu plus jeune que Cantona. Imaginez-vous qu'on les aurait associés à l'OM, non seulement à l'OM, mais en équipe de France, et qui plus est en 98, où il gagne la Coupe du Monde, où on avait un avant-centre qui n'a pas marqué un but pendant la Coupe du Monde. Imaginez-vous l'association Canto-Zidane à ce moment-là. Ça, c'était extraordinaire. Et bon, moi, j'ai des anecdotes sur l'un comme sur l'autre, notamment Cantona, où je me rappelle, j'avais un entraîneur que j'avais en senior à Marseille et qui nous racontait que déjà, et ça a été un peu le problème de Cantona, déjà il avait ce fameux caractère, il rentrait dans les vestiaires, il prenait un coup de chaussure ses collègues, voire sur le terrain, et puis il se mettait la main entre les têtes pour se concentrer. Il avait déjà ce caractère un petit peu de malade, et c'est ça qui a fait que bon, il a eu des creux dans sa carrière, mais en même temps, j'ai l'impression qu'on n'a pas su bien le gérer, parce qu'en Angleterre, Ferguson, il en a fait une légende. Avi, vous vouliez nous dire une petite anecdote sur Zidane? Zizou jouait à Cannes, il n'était pas allé encore à Bordeaux, il jouait à Cannes sous les ordres de mon ami Jean Fernandez. Et Jean Fernandez, il jouait en Ligue 1, Cannes était en Ligue 1, comme l'OM, c'était l'époque de Tapi, président. Et il avait des très bonnes relations avec Tapi. Il a dit, écoute, moi j'ai un joueur, il faut qu'il vienne à l'OM, il est marseillais, c'est un phénomène. Et Jean Fernandez savait détecter les gros talents. Et voilà qu'il devait signer le soir, à la fin du match de OM Cannes au Stade Vélodrome. À la fin du match, Zizou devait rentrer au vestiaire, il allait signer, le contrat était prêt, etc. Or, ce jour-là, derrière, je crois qu'il y avait Boli et je crois Boli et De Sailly ou je ne sais pas qui. Enfin, je pense que c'était Boli qui avait titillé les chevilles et il s'est retourné. Vous savez, Zizou, c'est comme ça. Il a il a donné un coup de tête déjà à l'époque. C'était pas la finale, mais c'était une autre carrière. Donc il a donné un coup de tête, l'autre est tombé et puis l'arbitre lui a mis un carton rouge. Et là, Tapi, il a dit là, je ne veux pas de joueurs comme ça. Et il n'a pas signé à l'OM, il est parti à Bordeaux. Après, vous voyez, c'est une anecdote sympa parce que Cantona, c'était un peu, c'était pire encore parce que Zizou, c'est un sang-froid. Cantona, je l'ai vu quand il y a eu Strasbourg contre l'OM. À Strasbourg, la veille, Henri-Émile, il donne les compositions de l'équipe de France et il n'invite pas Cantona, il ne le sélectionne pas. Et ce jour-là, Canto, il fait un match exceptionnel, il marque 2 buts, mais alors de grand talent, de grande classe, individuel, fort. Il marque ça, et quand il sort, on va dans les vestiaires, un fou. Je vais vous parler, je vais vous dire, je vais vous raconter. Venez, venez, alors qu'il n'aime pas la presse, ni les journalistes. Venez, je vais vous dire ce que j'en pense, etc. Il prenait le parfum, il était habillé, il avait la chemise, le pull, il mettait le parfum sous les aisselles alors qu'il avait le pull à la chemise. Il était complètement en rage et en folie. Et il dit, voilà, Henri-Émile, c'est un sac de merde. Comme à la Mickey. Et voilà la carrière de l'un et de l'autre. Mais bon, il y a eu des grands joueurs à l'OM, des grands Marseillais, des grands footballeurs, mais bon, il faut être dessus.
Et c'est compliqué de jouer à l'OM quand même. On ne donne pas la chance aux jeunes. Et quand on leur donne, Alors, on n'arrive pas à les faire signer. Voilà. Là, Alors, on va avancer dans le temps. On va aller dans les années 2000. Avec toi, Raph, c'est un peu la période vache maigre, si je puis dire ainsi. C'est pas la meilleure période qu'on ait eue. Oui, c'est ça, parce qu'il y a eu d'excellents joueurs qui ont joué en professionnel ou en junior pendant cette période-là, mais il n'y a pas eu des épopées comme celle des Minots dans les années 90 ou par exemple enfin, les victoires en Coupe Gambardella qui sont arrivées un peu plus tard. Il faut savoir qu'entre 2000 et 2010, dans le monde professionnel en Europe, il y a 16 joueurs nés à Marseille qui sont professionnels. Enfin, non, pardon, 14, et il y en a deux qui sont en junior, qui ont maintenant une superbe carrière. C'est les frères Hernandez, donc Lucas et puis Théo, qui ont toujours clamé leur amour pour l'OM. Et donc, voilà, je vous ai fait une petite liste des joueurs un peu marquants qui ont joué pendant cette période 2000-2010. Certains ont une carrière avant aussi, et puis d'autres après, ou d'autres ont pris leur retraite pendant cette période-là. Donc, on a eu Mathieu Flamini, qui a joué pendant cette période à Marseille, Arsenal et Milan. Donc, les deux frères Hernandez étaient juniors en Espagne. Franck Leboeuf aussi a joué pendant cette période. Un minot de l'OM, Samir Nasri, qui a eu un début de carrière exceptionnel en jouant à Marseille, Arsenal et Manchester City. Après, ça s'est un peu dégradé, mais il avait un potentiel énorme. Zizou aussi a joué pendant cette période, avec notamment ce but contre le Bayer Leverkusen en finale de la Champions League. On va continuer dans le temps. On va arriver en 2010 avec toi, Flo. Ça s'améliore un petit peu. Alors, j'ai fait comme Raph une petite liste. Bon, je vais parler des frères Hernandez, c'est quand même un cas à part. Ils sont nés à Marseille, mais ils sont partis directement en Espagne. Donc, ils n'ont pas eu le temps Ils ont peut-être clamé leur amour pour Marseille. Peut-être qu'on les verra un jour, on espère. Et voilà, on ne les a pas vus jouer. Et il y en a un qui est champion du monde, donc bravo à lui quand même. Après, ensuite, franchement, on est passé à côté de bons joueurs. Récemment, Fofana a été, je parle de Fofana, l'ancien joueur de Saint-Etienne, qui est né à Marseille, qui est actuellement à Leicester. Pour 40 millions, il a été transféré. C'est un joueur même génération que Camara, qui aurait pu jouer aussi à côté de Camara, donc ça aurait pu être un duo d'enfer. Pareil pour Mohamed Simakan, le joueur de Strasbourg, qui fait latéral droit. On l'aurait pris, on aurait eu la doublure de Sakai. Au moins comme ça, c'est dit. Et puis Jérémy Boga, qui est un joueur qui est le titulaire indiscutable de Sassuolo, qui était parti de Marseille pour aller jouer à Chelsea. Chelsea a eu une bonne idée de le prendre. Donc voilà, c'est un bon joueur et il joue actuellement avec Maxime Lopez, qui est lui issu de la formation marseillaise quand même. Il est né à Marseille et du centre de formation. Donc je sais que Richard l'aime pas trop, mais pour moi, il a fait une bonne première saison en pro et puis il a été Même pas du tout, oui. Après, on a parlé de Camara, on a parlé de Perrin, comme il a dit Raph. Et puis aussi, je voulais aussi revenir sur les futures pépites que Christopher va énumérer après. Mais Hugo Bertelli ou même Jaurès Raoult sont des personnes qui peuvent bien sûr en faire partie. Alors justement, on va aller avec Christopher. Toi, tu vas nous parler un peu du centre de formation et après on demandera un peu à Avi son sentiment global sur tout ça. Oui, alors effectivement, il vient d'être cité, Hugo Bertelli, qui est certainement la grosse pépite actuelle du centre de formation. Il faut revenir d'abord quand même à la grande réussite de Zubizarreta, parce que Zubizarreta, je crois qu'on peut le critiquer en long, en large, en travers, parce que je pense que c'était vraiment pour moi le gros point faible de l'OM sous l'ère McCourt. Mais c'est un truc qui est vraiment bien qu'il a fait, c'est vraiment concernant le centre de formation. Je pense que ce qu'il a fait avec Nasser Larguet, vraiment, je trouve que c'est assez incroyable en fait, ce qui se passe finalement en quelques mois, de voir à quel point il a été structuré et à quel point on sent quand même qu'il y a des objectifs dans ce centre de formation qui n'existaient pas avant. Et puis effectivement, pour revenir en fait là, aux petits jeunes pépites actuels qui sont dans le centre de formation, qui moi, quelque part me bluffent aussi parce que je ne pensais pas qu'on aurait des résultats aussi rapidement. Eh bien, il y a Hugo Bertelli, il y a Cheikh Souaré et Vianney. Moi, ce sont les trois sur lesquels j'aimerais revenir. Hugo Bertelli, donc, est un milieu de transition. On a Cheikh Souaré, qui est aussi un excellent joueur, qui est un milieu gauche. Et enfin, on a Vanni, qui est un super gardien, qui est en train un peu de titiller actuellement Simon, donc en poste de gardien de but. Donc voilà. Donc, on a vraiment des pépites qui sont intéressantes, qui la plupart viennent quand il y a les matchs
internationaux. AVB vient les chercher, va voir Nasser Larguet pour lui demander des joueurs. Et ceux-ci sont venus, et puis ce sont les 3 vraiment qui, pour moi en tout cas, ont retenu toute mon attention. On a remonté le temps, à vie pratiquement sur 30 ans. Quel est votre sentiment global un peu de tout ça? Ben, le sentiment global, c'est que les joueurs marseillais, quand ils percent, ils peuvent jouer n'importe où, et au plus haut niveau, dans tous les clubs du monde, ou d'Europe, pardon. Mais bon, c'est vrai qu'il y a du potentiel dans la région. D'ailleurs, ce qui est bien aussi, c'est les partenariats signés par la présidence actuelle et les clubs du coin, des environs comme Vivo, etc. Donc c'est bien, ils font des partenariats, et c'est vrai que quand il y a un joueur qui flambe, eh ben, on l'envoie au stade, à la commanderie, enfin au centre Louis Dreyfus, pour faire des stages et voir s'il peut grimper au plus haut niveau dans la catégorie. Donc c'est bien d'avoir créé ce partenariat avec ce système. Alors est-ce qu'on va pouvoir garder nos pépites? Ça, c'est l'avenir qui le dira, mais encore une fois, c'est l'argent qui mène le football. Et c'est vrai que quand on va voir un parent, on lui dit voilà, tu signes à l'OM pour 5 000 euros, et qu'il y a Monaco qui vient, ou Paris, ou je ne sais où, ou carrément les clubs anglais, vous ne pouvez pas lutter, c'est vrai aussi. Donc c'est compliqué. Mais l'amour du maillot, peut-être, la fierté de porter ce maillot, ça peut réveiller. Ok, Raph, tu voulais conclure, Raph, un dernier point? Oui, je voulais poser une question à Chris, parce que voilà, il a parlé des jeunes gardiens, que ce soit Simon ou Vianney, pardon. Bah, du coup, je voulais lui demander, est-ce qu'à son avis, bah, à chaque période de mercato, on entend des rumeurs sur un attaquant, un défenseur, un milieu de terrain, mais on n'entend jamais de rumeurs sur les gardiens de but. Je voulais savoir ton avis, Chris. Est-ce qu'on n'entend pas ces rumeurs parce que Marseille, du coup, ne cherche pas à recruter, parce qu'ils ont ce qu'il faut derrière, ils savent qu'il y a la relève qui arrive? Alors bah, c'est ça, c'est-à-dire que effectivement Simon, en fait, il est souvent pris pour un mini mandanda. D'ailleurs, c'est marrant, il se ressemble un peu physiquement, je vous avais remarqué. Il a fait vraiment des arrêts exceptionnels sur certains matchs, notamment avec son équipe. Et puis, c'est vrai qu'il y a Vianney qui arrive. Vianney, il est en train de toquer à la porte et il est en train vraiment d'être bluffant. Il arrive notamment à organiser vraiment l'équipe. C'est-à-dire, c'est un homme de caractère, déjà, vu malgré son jeune âge. Et moi, ce qui m'a bluffé, c'est que là, il est systématiquement appelé en équipe première, en 3e gardien, bien sûr. Mais voilà, moi, je pense que dans l'effectif qu'on a, on a vraiment de quoi faire. Pas forcément d'aller chercher quelqu'un ailleurs. Il y a des minots en gardien et on a 2 bons. On a vraiment, avec Vianney et Simon, on a vraiment 2 bons, quoi. Allez, on va passer à la dernière rubrique de l'émission, c'est les questions à notre invité, à Avi Assouli. Je rappelle à tous nos auditeurs, Avi était l'un des commentateurs de l'OM sur France Bleu Provence. Alors, Richard, tu peux y aller. Vas-y, pose ta question à Avi. J'aimerais que tu nous donnes quelques anecdotes assez savoureuses sur la période de 91 et bien sûr la grande finale qu'on a gagnée en 93. Qu'est-ce que tu peux nous dire si tu as des anecdotes? Ben, écoutez, j'ai vécu ça, hein, forcément. Donc, les anecdotes à l'époque, à Bari, s'il y avait Stojkovic, quand il est rentré contre l'Étoile Rouge, les Yougos, ils tremblaient. C'était un dieu vivant, Pixie. Et l'erreur de Raymond, le vieux sorcier belge, c'est de ne l'avoir pas titularisé d'emblée. D'ailleurs, quand il est rentré, ils étaient en panique, etc. Et ce qu'on a eu, la main de Vata, j'étais à côté, puisque Tapi était à côté de la presse, et on lui annonce que le gars avait touché la main. Il a dit, ça y est, j'ai compris. C'est ce jour-là où il dit, ça y est, j'ai compris maintenant, et vous connaissez la suite, l'affaire VAOM, etc. J'ai une anecdote. J'allais souvent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au Palm Beach de l'époque, ça s'appelait comme ça, le Concord Beach de la Corniche, et c'est là où résidait le sorcier belge. Et Raymond Goethals, il me raconte un jour, on a parté comme ça, il dit, tu te rends compte, le président, il m'appelle, il me dit, à quelle heure tu crois qu'il m'appelle? Je dis, je sais pas moi, 11h, minuit. Non, il m'a appelé à 4h du matin. Alors quand il m'appelle, il dit, allô, le Belge? Et il dit, oui, président. Il lui dit, mais tu as l'air surpris. Il dit, non, non, j'attendais ton appel, président. Voilà, des anecdotes comme ça, il y en a pas mal. Et voilà, bon, et pour la finale du 26 mai 93,
c'était invivable. On n'y croit pas. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, aucune équipe française qui a remporté. C'est incroyable ce qui s'est passé. Ce jour-là, Barthès, c'était une pieuvre. Il avait 10 matchs, 15 jambes. Il y a eu la chance aussi avec. On se demande comment. Et puis, on marque sur un but qui n'était pas valable, un corner qui n'était pas. Il n'y avait pas de corner, quoi. Il siffle corner, mais il n'y a pas de corner. Et derrière, il y a le but de Boli qui part en folie. Après, je me dis, On avait notre bonne étoile ce jour-là. Ah ouais. Allez, Flo, ta question, s'il te plaît. Alors, oui, moi, du coup, on parlait un peu de Gignac avant, et je me demandais, est-ce que ça serait pas son retour qu'on attendrait en attendant d'acheter un bon numéro 9? Oui, l'attente de Gignac, il aimerait bien revenir, mais il est un peu âgé quand même pour un avançant. Si c'était un gardien de but, ça peut encore, mais là, on n'est pas Hilton comme on veut. Hein. Hilton qui a joué à l'OM, c'est vrai qu'il a 36 ans, il joue encore. Christopher, ta question. Ma question, elle est un peu sur votre métier à la base, savoir le métier de journalisme, de sportif, et comment vous avez vu son évolution. Surtout maintenant, vous êtes retraité, donc un peu maintenant, savoir déjà si vous avez un peu la frustration de voir des fois vos anciens confrères continuer à exercer le métier, et si ça vous donne envie de refaire, et puis comment ça a évolué pour vous? Est-ce que ça a évolué plutôt positivement? Voilà, Alors, franchement, Christopher, je ne voudrais pas refaire ce métier. Parce que bon, je ne veux pas paraître l'ancien combattant. Non, c'est plus le même métier. C'est plus le même métier, mais du tout, du tout. Nous, à l'époque, oui, parce que les réseaux sociaux, les machins. Là, c'est que, bon, c'était jeune, tant mieux, il faut qu'ils fassent leur métier, mais c'est indolore, incolore. On n'a pas d'angle, tout le monde a la même réponse. Nous, à l'époque, on n'était pas nombreux. Mes collègues aujourd'hui sont tous à la retraite, les gars qui ont démarré avec moi ou qui vont terminer carrière, comme Mario Albano qui était plus jeune, il lui tarde de terminer. C'est une horreur ce métier de journaliste sportif ici à l'OM ou à Paris ou ailleurs. Hein. Le journaliste sportif qui suit le football, mais c'est une horreur, une horreur. Moi, je vais souvent, je descends au vestiaire, pas au vestiaire, en conférence de presse, en zone mixte, j'écoute. Mais c'est à devenir fou, ces questions posées. On se demande même si c'est vraiment vrai, les questions qu'ils peuvent poser, ils n'osent pas. Alors que nous avions quand même, on n'était peut-être pas nombreux, on était une dizaine à tout casser, mais il y avait 2 radios, 3 journaux et 2 télés, pas plus. On était les kings. Là, aujourd'hui, il y en a tellement, les réseaux sociaux, les web, voilà. Donc, on avait un angle, on était même 10. Les 10 posaient une question différente et chacun prenait ce qu'il avait envie. On avait un angle, on avait des rendez-vous, on pouvait aller voir les joueurs quand on voulait. Moi, à mon époque, on pouvait aller tous les jours au centre d'entraînement. Aujourd'hui, c'est un entraînement début de semaine et un la veille du match. On avait des liens avec les joueurs. Moi, j'allais manger chez Foster, j'allais chez Papin, j'allais chez Amoros, j'allais chez Olmeta, c'est mon frère de sang, c'est lui qui m'a sauvé la vie. Donc voilà, on vivait ensemble 24 heures sur 24. On vivait plus avec le joueur qu'avec notre propre famille, parce qu'on y allait tous les jours et on avait tous les jours une histoire à raconter. Il y en a juste la question de Raph, si vous le permettez. Oui, alors déjà, je veux dire que c'est assez touchant que vous parliez d'Olmeta parce qu'on l'a reçu la semaine dernière dans notre talk. Et lui aussi, il nous avait dit qu'il vous appréciait. Et moi, j'avais une question. Oui, vous avez parlé du fait que le journalisme a bien évolué. Oui. Mais vous, à votre époque, qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir journaliste sportif? C'est de vivre de ma passion, comme vous. Voilà, moi, j'aimais le football, j'ai joué au football. J'ai même fait 2-3 matchs en Ligue 2 à l'époque, hein, la Ligue 2. Donc, ça me plaisait. Bon, après, j'ai viré de bord, j'étais en droit. Je voulais faire avocat, machin, mais c'était trop long, machin. J'ai bifurqué sur le journalisme et j'ai commencé à travailler comme ça. Mais c'est le plus beau métier du monde. Juste vous poser la question, vous pensez avoir commenté combien de matchs de l'OM sur la radio, à peu près? J'ai dépassé les 1500 matchs. C'est magnifique. C'est magnifique. 2 Coupes du Monde. Voilà. Magnifique avis. Mais bon. Alors, il ne nous reste plus qu'à vous remercier de nous avoir fait cet honneur de vous recevoir. C'est moi qui vous remercie d'avoir remis. Merci, c'était une émission vraiment touchante avec des très très beaux témoignages. On a beaucoup appris grâce à vous.
Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro du OM Talking Geneva. Salut à tous. Salut, merci Rafi. Merci à vous tous. Bonne soirée.